Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendantes. Je suis Marjorie Véron, j'accompagne les zèbres et hauts potentiels à développer un projet qui leur tient à cœur, surtout quand ils s'épuisent ou s'ennuient dans leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mel Poinas, avec qui nous avons eu quelques rebondissements techniques et pratiques pour arriver à avoir enfin cet entretien. Donc Mel, je suis vraiment ravie qu'on ait l'occasion d'avoir cet échange aujourd'hui. Tu es l'auteur du blog Suivez le zèbre et du livre qui est tiré de ce blog-là. Est-ce que tu peux te présenter ton activité, s'il te plaît? Oui, alors déjà merci à toi pour cette invitation. Donc effectivement, je suis un petit peu connue à mon échelle dans le monde des zèbres pour avoir sorti, le blog, il y a quelques années et au mois de juillet donc, j'ai écrit un livre inspiré du blog, mais qui est beaucoup plus vaste et à côté, de cette activité du blog, je suis enseignante. Donc, c'est mon cœur de métier, ça représente à peu près 70 80 de mon activité actuelle et à côté de ça, je suis consultante en entreprise, donc j'accompagne des chefs d'entreprise de TPE essentiellement, donc des petites structures et des managers sur des, problématiques diverses. Super, c'est intéressant ça, on y reviendra. On te voit aujourd'hui dans ton contexte d'enseignante. Avoir plusieurs activités, c'est quelque chose qui, je trouve, est parfois très correspond bien au profil du zèbre, en fait, qui part un peu dans tous les sens. Donc, le fait de pouvoir varier, c'est ça qui va le nourrir. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton parcours, comment tu as découvert que tu étais une zèbre? Oui, tout à fait, donc c'est vrai que je viens juste de terminer un cours, donc je suis dans ma salle de classe. Heu, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais zèbre il y a 3 ans, c'est relativement récent, c'est corrélé à la création du blog, puisque j'ai découvert que j'étais zèbre en août, 2017 et j'ai créé Suivez le zèbre. J'ai commencé à écrire en septembre-octobre, donc tout de suite après, parce que je ne savais pas quoi en faire de cette nouvelle de «Bienvenue dans le monde des zèbres». OK, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai sorti le blog officiellement, j'ai appuyé sur la touche «Valider» en décembre, donc j'ai écrit plusieurs articles avant de lancer le blog en décembre 2017. Ok, donc toi, tu as pris cette stratégie d'écrire des articles avant de lancer ton blog. Écrire des articles sur Oui. les zèbres, le haut potentiel, au moment où tu l'as découvert, ça t'a permis de faire quoi? Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait des études de lettres, donc j'ai un master en littérature française et je suis passionnée par les livres et l'écriture et dans ma jeunesse, qui a été compliquée, comme certains zèbres non identifiés, mais comme certains adolescents tout court, hein, qui sont pas forcément zèbres, voilà, une adolescence un petit peu torturée. Et du coup, moi, je suis une ancienne sportive de haut niveau, aussi et j'étais déjà un peu décalée dans ma façon d'être puisque j'étais la sportive de haut niveau qui passait beaucoup de temps au CDI, ce qui, était assez surprenant pour l'époque. Donc voilà, les livres, l'écriture, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, même depuis enfant. C'est, mon échappatoire, tout simplement et quand j'ai eu cette nouvelle, il fallait que ça sorte d'une certaine manière et l'écriture a été, le moyen pour moi de faire sortir ça et vu qu'après j'ai eu un parcours professionnel lié au digital et ben, écrire un blog, en fait, c'était aussi, mettre, au même endroit tout ce que j'aimais et puis tout ce qui me représentait. Mmh. Une forme de fil rouge finalement, où les choses finissent par, avoir un lien entre elles et se réunir à cet endroit-là. Oui, c'est exactement ça. Ça a changé quoi pour toi d'apprendre que tu étais, zèbre au potentiel? Et ben, à la fois tout Mmh. et pas rien. C'est-à-dire que moi, la personne que j'étais, j'ai toujours été cette personne-là, finalement. Sauf que je me comprenais pas avant de découvrir que j'étais zèbre. Je comprenais pas mon fonctionnement, je comprenais pas le fonctionnement des autres, je comprenais pas qu'on me comprenne pas. C'était, assez difficile et être zèbre, ça a apporté un éclairage à tout ça. Ça a apporté, de la cohérence et puis de la bienveillance aussi parce que j'étais très exigeante et très dure avec moi, très exigeante et très dure avec les autres. Comprendre ce fonctionnement atypique, qui expliquait parfois ce décalage, ça a été un soulagement. Un soulagement et une révélation aussi, je pense, en fait, j'ai le droit d'être différente, j'ai le droit d'être comme je suis, j'ai le droit de pas être comme tout le monde, tout simplement. Mmh. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent ça dans les parcours de zèbres, ce sentiment d'être, en fait, c'est normal que je sois pas normale, de prendre conscience Ouais, exactement. et les chemins Ouais, il qui y a vraiment
Et puis, je crois que, bon, ça aussi, il me semble que c'est une tendance qu'on a pas mal au niveau de nos caractéristiques, à la culpabilité de pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je vois tout le monde autour de moi y arriver et pourquoi moi, ça me semble compliqué. Alors, il y avait des choses qui, au contraire, semblaient compliquées pour les autres et pour moi assez faciles, assez évidentes, donc OK. Et par contre, des choses qui, pour eux, semblaient hyper faciles et pour moi, devenaient, très compliquées. Notamment dans le relationnel. C'est vrai que, aujourd'hui, j'ai plus d'ailleurs du tout la même vie depuis que j'ai découvert mes rayures. J'ai fait des choix de vie, du coup, qui me correspondent et qui correspondent plus forcément à ce qu'on attendait de moi, précédemment, ou en tout cas à ce que je pensais qu'on attendait de moi. Parce qu'il y a ça aussi. Je pense qu'on se met parfois une certaine pression, alors que finalement, la seule personne qui peut se mettre la pression, c'est nous. Mmh. Et quand j'ai accepté ça, de vivre, comme par rapport à mes besoins à moi et pas forcément par rapport à ma famille, aux autres, et cetera, ce qu'on attendait de moi, tout est devenu beaucoup plus simple. Et c'est aussi ce qui a ouvert la voie à l'entrepreneuriat et puis, à l'indépendance professionnelle. Indépendance professionnelle, ça tu as commencé à être prof, donc j'imagine qu'être indépendant, c'était pas une évidence pour toi au départ? Ça donne Alors en fait, mon parcours pro, il est assez atypique déjà. Donc, dans les types de zèbres, moi, je serais plutôt un profil complexe, d'accord? Donc, très intuitif, très créatif, avec vraiment des sujets dans lesquels je vais avoir des pics, on va dire, à un moment donné, mais une gestion des émotions très compliquée, une, relation interpersonnelle qui peut parfois être difficile et puis ce côté cash qui plaît pas à tout le monde, hein. Soit ça plaît, soit ça plaît pas, mais, je fais rarement l'entre-deux. Donc enfin, c'est plutôt l'un ou l'autre. Et du coup, en fait, j'ai été AVS, dans un lycée professionnel pendant mes études de littérature qui m'a permis de découvrir, l'éducation nationale. Moi, je voulais être prof de français à la base et puis j'ai découvert donc, l'éducation nationale en étant donc assistante de vie scolaire. J'accompagnais des enfants handicapés, en cours. Donc j'ai découvert l'univers du lycée, des profs, de la salle de profs et cetera et du fonctionnement éducation nationale et je m'y suis pas retrouvée. Moi, en tout cas, je m'y suis pas retrouvée. Énormément de mes amis qui ont fait des études de lettres avec moi sont profs et je les admire tous les jours pour le métier qu'ils font. Mais moi, c'était trop cadré. Trop de contraintes, en fait. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de contraintes et que du coup, ça me convenait pas. Donc, bah, j'ai fait une réorientation déjà dans mes études, quand j'étais en M1 et du coup, je suis partie sur un master 2, donc école de commerce, parce que je savais plus quoi faire. Je voulais être prof, puis d'un coup, en fait, je me rendais compte que ça allait être compliqué et j'étais un peu perdue. Du coup, école de commerce, c'est ce qui m'a paru à l'époque, m'ouvrir potentiellement le plus de portes. Donc, j'ai fait ce master, école de commerce et j'ai eu un premier job, en fait, assez drôle puisque je me suis retrouvée manager de projet. Donc j'ai dû gérer un projet pour la mairie de Saint-Étienne, puisque je suis stéphanoise à la base, qui, avait une problématique, d'organiser un événement pour les Stéphanois, les habitants de Saint-Étienne, pour leur refaire découvrir la culture, de la ville, le patrimoine et c'était l'année de l'écomobilité. Mais c'était il y a 10 ans, donc l'écomobilité, les gens savaient pas trop ce que c'est alors qu'aujourd'hui, bon, tout le monde sait les déplacements doux, utiliser, le bus, le tram et cetera et je me suis retrouvée en alternance pour ce master de école de commerce à la mairie de Saint-Étienne à organiser un événement manager de projet. Alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Et en fait, j'ai adoré faire ça parce que j'avais carte blanche, parce que j'avais aucune contrainte, parce que je pouvais proposer plein de choses, je travaillais avec plein de gens. La relation d'autorité quand on est manager de projet, elle est particulière parce que vu que vous décidez un petit peu où vous emmenez votre projet, elle est moins forte, on est moins compressé en tout cas. Et j'ai adoré faire ça et du coup, un peu par hasard et ben, j'ai commencé une carrière en management de projet, dans le marketing. Voilà et après plusieurs années en entreprise et plusieurs projets, j'ai eu la proposition d'enseigner en école de commerce le management de projet. d'accord, la vie, les hasards de la vie t'ont emmené sur ce Et sur attends, ce donc, dans ce que tu dis, j'entends que dans l'indépendance, ce qui te plaît, entre autres, c'est le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie et donc de pression hiérarchie et que tu puisses choisir à la fois la direction que tu donnes à ce projet et le cadre que tu mets en place pour qu'il puisse se développer. ouais, exactement. Alors, en entreprise, j'ai aimé gérer des projets
parce que j'ai géré du coup des projets pour plusieurs marques, plusieurs entreprises et j'avais l'impression d'être un intrapreneur dans l'entreprise. Donc ça, c'était génial. Mais malgré tout, il y a quand même des contraintes. On vous demande d'être là à certains horaires au niveau du bureau, vous avez un manager à qui vous rendez des comptes, vous gérez une équipe, vous êtes toujours en lien avec des gens. Et voilà, moi j'avais un cycle qui était pas fluide au niveau du travail. J'étais capable de travailler 2 jours à fond. Par contre, les 2 jours d'après, je tournais au ralenti. Mmh. Et ça, parfois, c'est compliqué quand on est en entreprise et cetera, parce qu'on doit être présent tous les jours de la semaine. On doit être là tout le temps. On travaille en général 5 jours sur 7. Donc quand j'ai eu l'opportunité de donner des cours, j'étais toujours en entreprise, mais on m'a proposé ça a commencé par un séminaire de 21 heures. Donc à côté de mon entreprise. Donc je me suis mis d'accord avec mon entreprise qui m'a laissé faire ça, qui m'a donné aussi l'opportunité d'aller enseigner. Et en fait, de 21 heures, c'est passé à l'année dernière, je sais pas, 600 ou 700 heures, je crois, sur l'année. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à enseigner, puis on m'a proposé de plus en plus d'enseigner et j'ai accepté. Mais à un moment donné, ça a commencé à coincer avec mon entreprise aussi. Parce que je ne pouvais pas enseigner la moitié du temps et puis être à l'entreprise que la moitié du temps. Et en fait, il est arrivé un événement dans ma vie où j'ai rencontré quelqu'un juste après avoir découvert que j'étais zèbre. Donc, tout s'est passé un petit peu en même temps. Quand j'ai découvert que j'étais zèbre, j'ai rencontré quelqu'un. Et la personne que j'ai rencontrée, j'en parle sur le blog, c'est Julia. Elle avait le projet d'aller en Nouvelle-Zélande 1 an. Et du coup, elle est partie. Et au bout de quelques semaines où elle était en Nouvelle-Zélande, enfin, on a discuté, elle m'a proposé de la rejoindre et j'ai accepté. Ça me paraissait le plus évident à l'époque. Et du coup, j'ai prévenu mes écoles, j'ai prévenu mon entreprise et j'ai fait le choix de partir. C'est-à-dire que je pouvais prendre une dispo dans l'entreprise, mais un voyage, ça nous change. Et puis j'étais en train de changer. Je venais de découvrir GTZ, je venais de rencontrer quelqu'un. Donc j'ai pris cette opportunité. Je suis partie vraiment, j'ai démissionné. Et puis je me suis dit, ben, on verra, on verra où ce voyage me mène. Et j'ai pu écrire pendant le voyage sur le blog, j'ai pu continuer cette découverte des zèbres, de ouais, toute cette communauté, me rendre compte qu'il y avait en fait énormément de gens qui pensaient comme moi. Et surtout, j'ai une super opportunité parce que quand j'étais en Nouvelle-Zélande, les écoles pour qui j'avais un peu commencé à travailler m'ont dit: «Bah, écoute, on a vraiment du besoin et si tu rentres, bah, nous, on t'assure assez de cours pour que tu puisses en vivre». Donc je suis devenue prof, pratiquement à plein temps à ce moment-là, Ah, en et rentrant dans le voyage. après cette petite non, cette grande, une forme de crise identitaire finalement, de retrouver, de déconstruire, plein de choses qui étaient du conditionnement pour retrouver, laisser Ouais. place à sa propre identité, ouais. C'est beau. Et le voyage a été, en fait, le voyage a été libérateur parce que, j'ai vécu, cette découverte aussi d'être zèbre à distance. J'étais plus en France, j'étais loin. J'avais beaucoup plus de temps parce qu'on avait organisé notre voyage où j'avais trouvé un job, mais enfin qui je finissais à 15 heures. C'était une autre qualité de vie. Après, on était en van, donc on était vraiment, sans contrainte et ça m'a permis de faire tout ce cheminement aussi loin. J'avais plus de routine, enfin j'ai vraiment été libre et ça m'a fait du bien ce voyage, de tout couper, d'oser partir, ouais, d'être dans une sorte de cocon pendant 1 an, où, j'avais aucune contrainte et du coup, j'avais juste à me découvrir. Effectivement, c'est vraiment ça, cette espèce de parcours initiatique qui souvent a lieu dans un voyage et en plus là, avait lieu en parallèle avec cette découverte de la douance qui a un moment, je trouve, magique, comme une sorte de renaissance. C'est une deuxième naissance. Ouais, on revit un peu. Enfin, moi, ça a été une grosse bouffée d'air dans ma vie et ça a décoincé beaucoup de choses et ça a décoincé notamment la confiance. J'ai enfin pris confiance et cette confiance, ça m'a permis de prendre mon envol et de me dire: «Bah, en fait, tu en es capable. Tu es capable d'être indépendante, d'être ton propre patron, de gérer ton activité, l'administratif, tout ce qui va avec et cetera». Et puis le blog m'a donné des ailes. Je me souviens, je regardais très peu en fait les statistiques du blog, puisqu'on était en voyage, j'avais pas envie de me prendre la tête là-dessus. Et en août, en fait, donc 8 mois après la création du blog, on était un peu dans un bar et là, je me suis dit: «Bah, je vais aller voir s'il y a des gens, qui viennent lire mes articles» et je me souviens qu'à l'époque, c'était, 300 personnes par jour et j'étais restée, vraiment, scotchée de me dire: «Oh, mais il y a autant de gens qui lisent,
ce que je dis. En plus, voilà, suivez Zeb, c'est très personnel, hein, c'est mon histoire, c'est comment je vis les choses avec mon point de vue sur la douance, qui est parfois engagé, qui parfois ne plaît pas à tout le monde, parce que je peux tout à fait entendre. Donc voilà, c'était aussi me rendre compte, hein, les gens me lisent et donc aussi potentiellement je vais être jugée ou les gens vont avoir un avis sur moi, etc. Et ça, c'était quelque chose qui était dur aussi pour moi, que les gens ne m'aiment pas. Et je crois que quand on est zèbre, on a cette hypersensibilité, cette parfois utopie du monde, cette vision du monde de bisounours. C'est dur quand les gens ne nous aiment pas ou sont pas d'accord avec nous, etc. Et là, avec le blog, je m'exposais énormément. Et je pense qu'avant, je me rendais pas compte, avant ce jour-là, que les gens me lisaient, etc. Et que je m'exposais. Donc ouais, ce jour-là aussi, il y a eu cette prise de conscience de les gens me lisent, me suivent, etc. Donc c'était beau, en même temps ça faisait peur. Mais j'ai eu de la chance parce que 99% des gens qui me suivent sont très très bienveillants, ont des retours très positifs et ça m'a encouragée à continuer. Mmh. De me dire que certains de ces articles, ça a parlé à beaucoup de personnes. Enfin, ça m'a énormément enrichi personnellement et ça m'a donné la force et le courage de continuer. Et au point d'en tirer un livre, donc si j'ai bien compris, tu t'es inspiré de ton blog que tu as largement Ouais. enrichi pour faire un livre. Et ce livre, il est auto-édité, c'est ça? Il est auto-édité, oui, oui, c'était un choix. Ouais. Alors j'ai écrit quand même à 1 ou 2 éditeurs, le synopsis, juste pour voir est-ce que, juste le résumé, ça peut brancher 1 ou 2 éditeurs. Et puis j'ai eu aucune réponse. Et puis je connaissais Chloé du blog Rayures avec qui j'échangeais beaucoup et je me suis dit, «Bon, tu as quand même beaucoup de compétences qui font que tu as pas besoin d'un éditeur pour l'éditer». J'avais du temps puisque aujourd'hui je travaille plus à plein temps et c'est un choix. L'entrepreneuriat, ça m'a apporté ça. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de temps pour être bien dans ma vie, dans ma tête, dans ma peau. J'avais besoin de temps pour moi et de faire des pauses. Donc il a fallu que je trouve des solutions, pour, bah, voilà, pour continuer à pouvoir garder un certain niveau de vie, parce que bon, il faut quand même bien payer son appartement, ses factures, tout en dégageant du temps. Et pareil, l'indépendance m'a apporté ça. Et du coup, j'ai pu avoir le temps d'écrire le livre en entier, de pouvoir gérer, ben, la couverture, les relectures avec des personnes qui m'ont aidée, l'imprimeur, et cetera, les livraisons, mais il faut du temps. Si j'avais eu un job à plein temps, j'aurais pas pu le faire. Ça aurait pas été possible. Une sacrée aventure entre. J'en ai parlé déjà un petit peu dans une autre conversation entre Zèbre indépendante avec Chloé. Effectivement, Chloé Romagas de Rayures et Rature, elle nous parlait un peu son parcours d'auto-édition et nous a fait réaliser. Alors, on en a beaucoup parlé parce que moi, j'ai été avocate spécialiste dans le droit d'auteur, donc du coup, ça m'intéressait D'accord. pas mal de creuser la question avec elle. Ça m'intéresse aussi pour les indépendants que j'accompagne, parce que pour certains, être auteur, c'est quelque chose qui les intéresse, et donc de voir le modèle économique qu'il y a derrière, ça peut être intéressant Ouais, quand on se lance. Du coup, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce parcours, parce qu'une fois que tu as fini l'écriture du livre, le véritable boulot d'édition commence. Euh, ouais. Déjà, il faut trouver des fonds pour pouvoir imprimer le Oh. livre. Comment tu as fait ça, toi? Alors, ben, j'ai fait comme Chloé et comme beaucoup d'auteurs, auto-édités, j'ai fait une campagne de financement participatif sur Ulule. Ok. Ce qui était intéressant, c'est que sur le blog, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. Donc je savais qu'il y avait des attentes par rapport à ça. Il y a déjà le cercle principal, mais attention parce que sur le cercle principal, hem, le haut potentiel, c'est un sujet qui est particulier et il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans ce sujet, qui a encore plein d'a priori dans notre pays et du coup, même si c'est votre cercle proche, du fait que ce soit un sujet où parfois ils se sentent pas forcément concernés, et ben, ils vont pas toujours participer. Alors effectivement, il y a une majorité, hein, qui participe, mais attention parfois à la frustration ou à la déception de personnes où vous êtes sûr qu'elles vont participer et en fait, elles participent pas. Mais ne le prenez pas pour vous. C'est juste parfois que, vu que c'est un sujet, moi, je parle sur, 320 pages, énormément du fait d'être zèbre et de comment je vois le monde à travers mes yeux de zèbre. Donc forcément sur des proches qui sont pas zèbres et ils ont eu peur que ça leur parle pas, ce que je dis dans le livre. Donc voilà, après j'ai envie de dire, c'est pas contre moi, c'est pas qu'ils m'aiment pas et cetera. Donc voilà, déjà attention à ça quand vous lancez ce type de campagne. Des fois, on a beaucoup d'attentes sur ses amis proches, sur son cercle proche, mais tout le monde ne participera pas. Par contre, ce qui est génial, c'est que des gens que vous n'avez jamais vus, que vous ne connaissez pas
Et ben eux, ils croient en vous, ils participent, et ça c'est magique de voir tous ces encouragements, toutes ces personnes qui y croient. C'est incroyable. C'était vraiment incroyable. Donc j'ai fait une campagne Ulule qui a duré. Bon, je suis tombée en plein Covid, c'est pas grave, j'y suis arrivée quand même. Moi, j'ai réussi à lever 8 800 €, je crois. Bravo. Donc c'est déjà pas mal. Ça a fait à peu près 200 livres, je dirais. 200 livres vendus en précommande. Donc c'était déjà pas mal, sachant que moi, j'étais partie pour en imprimer 200. Donc en fait, déjà rien qu'avec la campagne Ulule, j'avais déjà 200 précommandes, ce qui m'a permis de pouvoir en imprimer beaucoup plus. Et ça, c'est vrai que c'est génial parce que ça vous permet en fait de pas vous mettre en difficulté financièrement, la campagne Ulule. Vous savez qu'il y a des précommandes, vous savez qu'il y a des gens qui veulent le livre, et en fait, ces précommandes, ça vous permet de financer une part de l'impression. Donc C'est ça, même c'était vraiment, vraiment. c'est hyper intéressant parce que c'est même une préétude de marché, en fait. En te rendant compte qu'il y a des gens qui sont prêts à investir dans le projet, c'est que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont intéressés par le projet. À l'inverse, une campagne Ulule qui serait lancée et qui récolterait aucun fonds, soit c'est que le projet n'est pas très bien expliqué, il n'est pas clair pour les gens, soit c'est qu'effectivement, c'est un projet qui ne répond pas à un besoin, à une attente. Et ça permet d'éviter d'engager des frais inutilement. Donc, c'est un bon moyen, je trouve, pour tester son marché aussi et récolter les fonds pour lancer le projet. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est bien fait, ce type de plateforme. Il y a Ulule, mais il y en a d'autres aussi. Après, Ulule, c'est français, donc c'est toujours intéressant, voilà, de bosser sur une plateforme française. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez atteint votre palier, le palier que vous vous étiez fixé, vous êtes sûr, en fait, que votre projet, il ira au bout. Et sur le premier palier, moi, j'avais mis 5 000 € parce que j'avais estimé que c'était le budget nécessaire, pour pouvoir gérer à la fois donc l'impression des livres, et puis j'avais pris aussi une graphiste pour mettre en page bien correctement le livre, parce que même si on est de l'auto-édition, bon bah voilà, il faut quand même respecter un peu les standards des éditeurs traditionnels. Donc voilà, pour la couverture, c'est moi qui l'ai dessiné, mais par contre la mise en page, il y a un vernis sélectif sur le livre, donc ça je voulais que ce soit fait par une professionnelle pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc voilà, il y avait quand même les frais de graphiste. Après, donc il y a les frais d'impression, il y a les frais de livraison, et après il y a vous quand vous envoyez aussi les envois à vos clients. Et attention, les frais d'envoi, c'est ce qui coûte le plus cher. Moi, aujourd'hui, ce qui me coûte le plus cher, c'est même pas le livre, c'est de l'envoyer. Donc voilà, tout ça, ça se calcule. Quel poids va faire votre livre, quelle dimension il aura, parce qu'en fonction du poids et de la dimension, eh ben, vous rentrez pas dans les mêmes catégories d'envoi. Et ça, c'est très difficile. Moi, j'ai un livre, c'est une bible. Il pèse hyper lourd, il est hyper gros. Je l'ai là, je vais le montrer. Je m'absente 2 secondes. C'est intéressant parce que on se rend compte aussi que le fait même de monter la campagne Ulule, ça demande c'est presque un business plan en amont où tu es obligé de penser un peu à tout pour présenter pourquoi tu demandes tant d'argent, ça va correspondre à ça. Tu peux pas mettre des chiffres au pif, ça te demande de peut-être vraiment pencher ton projet en amont. Oui, effectivement. Et puis, moi aussi, il y avait une zone d'insécurité, mais c'est mon fonctionnement, et je sais que tous les aides ne fonctionnera pas comme ça, d'autres oui. Quand j'ai lancé la campagne Ulule, mon livre, il n'était pas terminé. Donc, j'ai fini le livre en mai. Donc, alors que la campagne s'est finie en avril. Ça, c'est génial. Ça respecte un des grands principes d'indépendant, lancer avant d'être prêt. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: «Mais tu as lancé une campagne, tu n'avais pas fini le livre, mais comment tu étais sûre que tu allais le finir?» Parce que bon, 80 quand même du texte était là, et en fait, ce qui prend le plus de temps, je trouve, c'est même pas l'écriture, c'est, les relectures. C'est les relectures et non, en fait, ce chapitre, il est peut-être pas hyper bien ici, il va aller là. Non, mais attends, là, ce paragraphe, je dis ça, mais là, je le redis aussi. En fait, je me redis. Donc, c'est la correction, les relectures. Ouais, c'est les 20 restants qui prennent énormément de temps. Et du coup, je savais pas exactement donc combien de pages il allait avoir, et le format qu'il allait avoir, et le poids surtout. Donc, il y a une estimation, et il faut calculer dans cette estimation un petit peu les marges. D'accord? C'est vraiment, il y a une estimation à la hausse, une estimation à la baisse, et puis voir un petit peu. Moi, je me suis retrouvée avec un livre, j'ai pas voulu volontairement retirer des pages,
J'avais prévu de faire un livre d'à peu près de 280-300 pages en petit format. Je me suis retrouvée à faire un livre qui fait 320 pages en grand format. Donc, qui est très lourd. Il fait plus de 500 grammes, donc je passe en tranche 1 kilo, par exemple, pour les envois. Oui, c'est ça aussi qui fait Puis, monter le choix des envois. Donc, petit oui, conseil éventuellement aux gens qui nous écoutent, quand on fait le business plan, qu'on calcule tout ça, prendre en compte aussi le fait que plus le livre sera gros, plus il sera épais, plus il sera lourd, plus ça va coûter cher pour l'envoyer. exactement. Ça va rentrer aussi dans les frais. Ok, c'est très Oui. intéressant. Et en plus, donc la tranche de la poste, après tout dépend par qui vous passez, mais en France, la poste reste quand même pour ce type d'envoi le plus accessible. Et moi, pour gagner du temps, vu que je travaille beaucoup à côté de ça et je gère toute la logistique du livre, je j'ai entre guillemets automatisé mon processus le plus possible. C'est-à-dire que j'achète des enveloppes qui sont déjà pré-affranchies, pré-timbrées. Donc je rentre en fait le livre directement dans l'enveloppe, je la cachette, je mets l'adresse euh, de mon client et je l'envoie. Mais du coup, en fait, sur ces enveloppes pré-timbrées de la Poste, c'est soit 500 grammes, soit 1 kilo. Il n'y a pas en fait d'intermédiaire. Et même si vous prenez pas des enveloppes pré-timbrées, de toute façon, vous passerez sur ces poids-là, 500 grammes ou 1 kilo. Et moi, le livre fait 560 grammes. Donc pour 60 grammes, je passe sur la barre au-dessus. Et j'ai essayé avec l'imprimeur. On a essayé de réduire le format. On a tout essayé. J'ai jamais réussi à passer en dessous de la barre des 500. Ouais, Des ok. 500 grammes. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Bon, Mais voilà, ça, c'est peut-être des petites choses. Faut ouais. y penser parce que, bah voilà, c'est vite 1 ou 2 euros de plus par envoi. Donc sur 1000 envois, bah, je vous laisse voir comment ça fait, quoi. Un bon truc, merci. Alors, une fois que tu as écrit ton livre, tu l'as relu, que tu l'as mis en page, que tu as trouvé les fonds pour l'imprimer, qu'il est là, c'est bon, il est chez toi, euh, Ouais. euh, comment tu trouves des lecteurs, des clients pour l'acheter? Alors moi, j'ai la chance d'avoir le blog, hein. Et sans le blog, honnêtement, je le sais, ce serait beaucoup plus difficile. J'ai cette audience et je vais vous la dire, j'ai aucun souci avec ça. Ça vous donnera une idée quand même de la masse par rapport aux ventes. Aujourd'hui, moi, j'ai 1600 personnes par jour sur le blog en moyenne. Mais quand j'ai des articles qui marchent, par exemple, là, il y a un article qui a cartonné il y a 2 semaines sur les surdoués et les manipulateurs, donc pervers narcissique, qui est un thème qu'en principe les élèves voilà, affectionnent parce que malheureusement, souvent, ils ont été en lien avec ce type de personnalité. Et bah là, en 3 jours, c'est 15 000 personnes sur le blog. Donc, ça peut monter très, très vite. Et pour autant, au niveau des ventes, je suis entre 5 ventes et 10 ventes par jour. Donc, vous voyez qu'on peut avoir beaucoup d'audience et pour autant pas convertir. Et pourquoi? Parce que sur un blog, le contenu, il est gratuit. Vous ne payez rien quand vous allez lire des articles, etc. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se disent, ben, pourquoi j'irai acheter un livre alors qu'une grosse partie du contenu est sur le blog. Après, honnêtement, quand on écrit sur un blog et quand on écrit dans un livre, en tout cas pour ma part, hein, moi, j'écris pas de la même manière sur le blog et dans le livre. Le livre, ça va être une écriture qui est très simple, mais plus littéraire, où déjà, je fais pas les fautes d'orthographe que je fais sur le blog, parce que j'en fais quand même quelques-unes. Et même dans la grammaire, dans la manière de parler, sur le blog, c'est un peu un échange comme on a là, finalement, qui est un peu intime. Sur un livre, c'est différent. Le ton, la manière dont on va s'exprimer, la tournure des phrases est différente. Et ça a été dur pour moi, d'écrire un français français et pas un français de blog. Hmm. Ça a été un vrai challenge, ça a été un vrai exercice d'écriture, mais que j'ai adoré. J'ai adoré écrire, j'ai adoré écrire le livre. Je comprends, j'aime ça aussi. Donc, ton canal Ouais. d'acquisition principal de clients, c'est ton blog, en fait. Donc, sur ton blog, tu as plusieurs Oui. endroits où tu fais la promotion de ton livre. Et, Oui. et sur les réseaux sociaux, toi, tu fais la promotion de ton blog. Donc, c'est en emmenant les gens vers ton blog qui vont être amenés à ton livre. Et même sur les réseaux sociaux, je fais la promotion du livre aussi, Directement. les 2. Et puis après, j'ai fait le choix aussi d'être en librairie, mais uniquement dans ma région, parce que ça évite en fait aux gens qui habitent près de chez moi de payer les frais de port, c'est dommage. Donc, mais par contre, je suis dans aucune grande librairie en réseau de distribution, tout simplement parce que les libraires prennent un pourcentage du livre qui est énorme. Et en fait, s'ils me prennent ce pourcentage-là, moi, je me rémunère plus du tout. Mhm. Donc, même si j'adore ce que je fais, et voilà, le blog, je l'ai vraiment fait
à la base pas pour gagner de l'argent, je l'ai vraiment fait parce que je ressentais le besoin de partager avec les gens. Aujourd'hui, par contre, je suis très fière de pouvoir en vivre en partie. Par contre, le livre, je n'en vis pas à 100. C'est pour ça que je suis enseignante à côté et que je suis consultante. C'est un complément de revenu, un beau complément de revenu, dont je suis vraiment hyper fière. Mais voilà, aujourd'hui, j'en vis pas et je pense qu'avant de vivre de ses écrits, il faut peut-être un ou plusieurs ouvrages ou en tout cas un ouvrage qui explose et aujourd'hui, le milieu de la douance, c'est un milieu où il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'ouvrages et des ouvrages de qualité, qu'on ne remet plus en question, notamment Jeanne Siofakin, «Trop intelligent pour être heureux» ou Petit Colin ou, Monique de Kermadec. Donc on est un auteur à notre niveau au milieu de ces grands auteurs qui sont des psychologues reconnus dans la douance et cetera et sortir du lot aussi au milieu de toutes ces belles personnes, c'est pas évident. La différence avec ces belles personnes, c'est que toi, tu partages une expérience de l'intérieur, tu racontes Oui. ta propre expérience personnelle et pas ce que tu constates en clinique. Donc, c'est toujours un regard unique, c'est le tien déjà. Et ça donne un ton beaucoup plus Ouais. personnel à ton livre aussi. Alors sur les premiers retours que j'ai eus, effectivement, c'est ce que les gens apprécient. Je pense que ce qui est dur quand, on découvre qu'on est zèbre, c'est qu'on se sent un petit peu perdu et d'aller lire d'autres témoignages et d'ailleurs, je pense que si les blogs fonctionnent si bien, c'est aussi pour ça. D'aller chercher déjà des informations sur ce qu'est la douance et puis de voir qu'en fait, il y a d'autres personnes qui vivent les choses comme nous, qui ressentent aussi un petit peu parfois ces doutes, enfin voilà, toutes ces questions, ça fait du bien, c'est rassurant et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Suez, c'est de rassurer les gens et surtout de donner une vision très optimiste de la douance parce que moi, je suis quelqu'un de super optimiste et j'ai une vie, en fait, qui aujourd'hui est vraiment enfin, que j'adore. Je voudrais pas être une autre personne, je voudrais pas avoir une autre vie et on peut être zèbre et être très bien intégré et avoir une vie, dans laquelle on se sent bien et on est épanoui et c'est surtout ça que je voulais montrer. C'est ce parcours où quand avant de découvrir que j'étais zèbre, en fait, j'ai découvert que j'étais zèbre suite à une thérapie avec un psychologue, hein, parce que ma vie, c'était un peu chaotique à un moment donné. C'est une réalité. Alors on dit: «Oui, tous les zèbres n'ont pas des vies chaotiques». Alors certainement, bon, moi par contre, clairement, la mienne a été un peu chaotique. Du coup, je suis allée voir une psy et c'est à la suite de ça que j'ai découvert, la douance et je suis partie d'une vie hyper chaotique à aujourd'hui, une vie où je suis hyper sereine. J'adore mes métiers, mes différents métiers. Je m'ennuie jamais parce que d'un jour à l'autre, mon planning, il a rien à voir. Quand je sens que je suis un peu fatiguée, bah, je vais prendre 1 ou 2 jours pour moi. J'ai cette chance et ce luxe de pouvoir me dire: «Non, bah, là, jeudi, vendredi, je vais rester tranquille à la maison». Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a apaisée. Mais si j'avais pas sécurisé la partie financière, jamais j'aurais pu, avoir cette, liberté, au niveau de la conscience, de l'esprit et cetera. C'était hyper important pour moi d'abord de sécuriser la partie financière, même si j'ai pris des risques, hein. J'ai Au début, j'ai accepté de diviser mon salaire par 2 entre quand je travaillais en entreprise et après quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, c'était quand même pas de me mettre en danger financièrement. C'était OK, je simplifie mon niveau de vie, je divise le salaire par 2, mais pas non plus en étant en panique de, comment je vais faire à la fin du mois. Ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais pas, parce que sinon ça allait me créer un stress et un problème au niveau de la gestion des émotions Mmh. et je me connais très, très bien et ça, c'était pas envisageable. La sécurité, c'est un besoin fondamental et quand on est zèbre, tout étant tellement amplifié et intensifié que pour une personne normale, le fait de la peur de manquer d'argent notamment est déjà très angoissante. Donc pour un zèbre qui vit tout un peu démultiplié, c'est très compliqué. C'est sûr. C'est marrant, je retrouve beaucoup de choses de mon parcours dans ton parcours. Et j'entends que qui a permis de faire cette vraie bascule entre je vais pas bien, je vais voir un psy qui me met sur la piste, je découvre un nouveau monde, et puis petit à petit, j'accepte mes différences aussi, j'assume quoi. J'assume ce que je suis, c'est ce que je percevais comme un problème, bah, c'est plus un problème en fait, c'est moi et je ne suis pas un problème. Ouais, Et du coup, je revois un peu ma vie autour de ça, de bon, bah, je ne fonctionne pas comme tout le monde. Bah, ma vie, elle ne va pas être comme tout le monde, c'est tout. Si j'ai besoin d'aménager mes horaires, j'aménage mes horaires. J'ai besoin d'avoir plusieurs boulots pour que ça soit intellectuellement stimulant. Donc, c'est ce que tu as fait aussi. Ça t'aide à gérer, j'imagine, un peu les hauts et bas émotionnels, le fait d'être un peu à sa place. Ça évite que les émotions soient trop haut et bas tout le temps.
Donc, tu as réussi à trouver un cadre, tu as réussi à trouver une sécurité, tu as réussi à trouver la stabilité émotionnelle. Est-ce que tu veux partager avec nous quelques-uns de tes trucs de zèbre heureuse pour vivre cette vie dans laquelle tu rayonnes? Ouais, alors déjà, je me suis rendu compte que, quand j'étais jeune, au niveau des études, ça se passait plutôt bien. J'avais plutôt des facilités, donc on m'a beaucoup poussée à faire des études. D'ailleurs, je suis allée jusqu'à un bac+5. Mais dans mon parcours, il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'à un moment donné, le marketing, j'en ai eu un peu marre et du coup, j'ai décidé de tout arrêter pour faire un CAP pâtisserie. J'avais besoin de revenir à des fondamentaux, qui m'a aidé en fait à avoir un autre job après en marketing, etc. Et qui m'a aidé à trouver du travail en Nouvelle-Zélande, puisque j'ai travaillé en cuisine en Nouvelle-Zélande. Ah, Et donc, je me suis je rendu vais compte que t'interrompre une seconde pour dire toutes les expériences que vous pouvez vivre et qui semblent n'avoir aucun rapport les unes avec les autres. À un moment, elles s'alignent, elles ont leur utilité. exactement, à un moment, c'est cohérent. Enfin, et c'est ça qui est trop magique, je trouve, dans la vie, c'est qu'en fait, effectivement, il n'y a pas de hasard. Si on l'a fait à un moment donné, c'est que ça avait du sens pour nous. Et ce sens, on va le retrouver peut-être plus tard sur le chemin, mais en tout cas, on va le retrouver à un moment donné. Donc ouais, la pâtisserie, ça a aussi fait partie de ma vie. Et en fait, je me suis, pour la première fois, où j'étais en rupture, hein, clairement, où je savais encore plus où j'en étais, ce que je faisais, j'avais besoin de revenir à des choses simples et travailler avec mes mains. Et ça, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me faisait du bien pour poser ma tête. Travailler avec mes mains, faire des choses avec mes mains. Du coup, bah, je fais beaucoup de choses manuelles. J'adore bricoler, j'adore jardiner. Je me suis mis au jardin, enfin, au potager et au jardinage. Et par exemple, les plantes, les fruits, les légumes, tout ça, même si c'est un côté super cliché, et ben c'est trop bien d'arriver et de voir qu'il y a rien. Et puis un an après, de voir qu'il y a des choses qui ont poussé et qu'en plus on les mange. Alors moi, ça, c'est le truc qui me fait rêver. Donc ça, c'est des choses qui me font beaucoup de bien. Et puis j'accepte de rien faire aussi. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire quand je vois vraiment que j'en ai marre, que j'ai une journée un peu dure ou une semaine un peu difficile ou juste que je suis fatiguée parce que j'ai beaucoup bossé, je vais aller dans le canapé, je vais prendre un plaid, une tisane, le chien, parce que le chien fait partie aussi de ma vie, du blog, etc. D'ailleurs, il a même une page dédiée dans le livre, le chien. Et je fais rien. Et c'est bien, en fait, de faire rien. Et quand on est zèbre, il faut apprendre à rien faire, à ne rien faire. Juste une sieste, rien, regarder dehors le truc, mettre une série, un film, n'importe quoi. Relâcher cette effervescence qu'on a tout le temps. Donc ça, ouais, ça, c'est mon truc. Avoir des moments à moi de calme. Et je passe beaucoup de temps seule aussi. J'habite dans la nature et j'aime bien aller marcher dans la nature toute seule ou parfois avec des amis ou en couple. Mais j'ai besoin de moments seuls. Et ça aussi, parfois, c'est pas facile pour la personne avec qui on vit de le comprendre. Moi, Julia, elle est pas zèbre. Donc, on n'a pas le même fonctionnement cognitif, etc. Moi, ça me va bien parce qu'elle me raccroche à la terre sur beaucoup de choses. Elle me calme sur plein de trucs. Mais par contre, c'est vrai que des fois, elle comprenait pas pourquoi j'avais vraiment ce besoin d'être seule. Et pour pas lui faire de la peine ou comprendre que c'était contre elle, il fallait vraiment que je lui explique pourquoi j'avais besoin de ce moment tout seul, tout simplement pour me recharger, en fait. Recharger les batteries parce que quand on pense, on pense, on pense, ben, en fait, la jauge, au fur et à mesure de la journée ou de la semaine, elle baisse. Et le risque du burn-out ou de la fatigue ou de la rupture, il est là, quand on ne sait pas la recharger. Et moi, elle se recharge souvent quand je suis toute seule, quand je suis tranquille, quand il y a pas de bruit, quand je suis au calme. Et pour ça, j'ai besoin qu'on me parle pas, qu'on vienne pas me déranger. C'est mon côté un peu pouf, pouf, pouf. Donc, j'ai dû lui expliquer ça, que ça avait rien à voir avec elle, que c'était vraiment lié à moi et que j'avais besoin de ces moments rien qu'à moi. Et j'ai appris à dire non aussi, à dire non aux soirées, à dire non aux sollicitations. Quand parfois je sens que de toute façon, je suis pas en état physique ou émotionnel d'aller passer un bon moment à une soirée, bah, je préfère dire non. Et comme ça, bah, je serai encore mieux à celle d'après. Donc voilà, j'ai appris à dire non aussi. Ah, donc, savoir prendre conscience que quand on dit non à quelque chose, on dit oui à quelque chose d'autre, et vice-versa. Quand on Exactement. dit un ami alors qu'on n'a pas vraiment envie, on dit non à soi-même. Ça, c'est une super clé. La nature qui est ressourçante aussi, et le fait de marcher et d'être à l'extérieur, ça aère aussi. Qu'est-ce que tu nous as dit? Le retour au corps, d'utiliser ses mains, de revenir à son corps pour sortir de sa Ouais, tête et dans la matière. Et puis, équilibrer, moi, apprendre à ne rien. ouais, apprendre à ne rien faire. Moi, j'utilise beaucoup ça parce qu'on est tellement dans l'hyperactivité. Pour moi, c'est un haut potentiel électrique avant tout. C'est une spécificité neurobiologique et c'est juste que l'influx nerveux, il est à fond.
Donc, c'est juste, voilà, c'est un très haut potentiel électrique, ça buzz là-haut. Donc, il y a des moments où, effectivement, apprendre à complètement éteindre la machine pour équilibrer, c'est le système nerveux qui fonctionne comme ça, équilibrer ces deux branches-là. Mais alors, ne rien faire quand on est zèbre et qu'on a un truc qui tourne dans la tête tout le temps, t'as beau être assis sur ton canapé et dire, bon, là, je ne fais rien. Très concrètement, tu fais comment pour que ça arrête de tourner là-haut? Alors l'animal, moi, ça a été une très belle surprise. En fait, Léon, à la base, il s'appelle Léon, c'est un petit bulldog français. Je l'ai pris, j'étais jeune. En fait, on me l'a offert d'ailleurs, on me l'a offert. Au début, j'en voulais pas. On voulait m'offrir ce chien qui est en fait, la petite histoire, j'ai une amie qui avait donc un bulldog français femelle qui était enceinte et du coup, voilà, je pouvais avoir un petit chiot de la portée. Donc en plus, je connaissais le chien, c'était le chien de mon amie et cetera. Mais j'avais peur à cette époque-là, j'avais 25 ans, j'avais peur de pas être en capacité d'arriver à m'en occuper bien et de le gérer. Je sais pas, j'avais tellement pas confiance en moi, je pense, à cette époque, que je pensais même pas être capable de m'occuper d'un chien. Et puis j'avais aussi surtout peur de le rendre malheureux parce que, bah, je travaillais beaucoup à l'époque, je sortais des études, donc voilà, j'avais des jobs un peu prenants et cetera. Je me disais: «Bon, le pauvre chien, il va rester tout seul», et puis c'est une contrainte, j'aimais beaucoup voyager, donc je me disais: «Bah, qu'est-ce qu'il veut comment je vais faire quand je vais partir en voyage?» Et puis en fait, je l'ai vu naître, le piège. Le jour où la petite chienne a accouché, j'étais là. Donc je l'ai vu naître et c'était le seul qui était tout noir. Et en fait, je me suis dit: «Mais si, en fait, tu vas y arriver, allez, tu vas y arriver», et je l'ai pris. Donc 2 mois après, il est arrivé à la maison et en fait, ce chien, il m'a fait du bien parce qu'il m'a aidé à reprendre confiance en moi. Déjà parce qu'en fait, j'ai bien réussi à m'en occuper. Je pense qu'il va bien, qu'il est relativement heureux. Et puis, j'ai compris aussi que la relation, elle avait, enfin, ça peut être bizarre, mais j'ai changé énormément avec lui. Pourtant, il parle pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est là, qu'il comprend, et il m'apaise. Juste de l'avoir, le caresser, qu'il soit là, puis c'est une présence. Parfois, quand on est zèbre, on se sent très seul, même quand on est entouré. Et je trouve que l'animal, il y a une connexion à l'animal qui est particulière et puis qui est basée en fait sur, le chien, il attend rien de nous, il attend juste qu'on l'aime et qu'on soit là pour lui. Donc moi, j'aime cette relation. Il y en a, ce sera les chats, des cochons d'Inde, des lapins, ce que vous voulez, mais j'aime cette relation à l'animal qui est un peu fusionnelle, hein, je pense, quand on est zèbre, et où de toute façon, il est là et il vous aime tel que vous êtes. Si vous le traitez bien, mais même si vous le maltraitez, c'est ça le pire, un chien, il vous aime, quoi, et on le voit, ça se ressent. Moi, c'est ouais, il m'a beaucoup nourri ce chien, et ma manière de rien faire, c'est des fois juste d'être avec lui, en fait. Donc d'être avec lui, de le caresser, il est apaisant, il m'apaise beaucoup. Donc quand il est là, tout va bien. Ouais, c'est beau ça, se connecter à d'autres êtres, alors pas forcément des êtres humains. Et le toucher, on en parle régulièrement dans ces conversations, ça revient souvent. Le toucher, soit de caresser un animal, soit le toucher Ouais. de soi, de se mettre une main quelque part, ça aide à revenir au corps, ça libère certaines hormones et tout, ça pose. Donc ça ne m'étonne pas que ton chien, ces gros câlins, ça t'ancre et ça relaxe vraiment, quoi. Cool, ça c'est un bon Ouais, conseil aussi. la cohérence cardiaque aussi, c'est vrai que j'y pense pas tout de suite alors que j'en fais beaucoup. Je sais pas si tu connais la cohérence cardiaque? C'est Oui, quelque chose que je fais beaucoup avec mes élèves aussi, avec mes étudiants. Après la pause du midi, souvent, je leur propose une petite séance de cohérence cardiaque. Bon, ils ont l'habitude, hein, je suis un petit peu la prof perchée, parfois, mais ça leur fait du bien parce que ça les apaise et ça les relance pour l'après-midi. En principe, on vient tous de manger. Quand on a eu cours le matin, bon, bah, on est un peu mou là à 1h30, 2 heures. Petite séance de cohérence cardiaque et tout le monde repart bien. Et même moi, quand je vois que je suis stressée ou que je suis dans une situation qui me met en danger émotionnellement, que je sens que j'ai le cœur qui commence un petit peu à palpiter et puis le stress qui commence à, enfin les nerfs même qui commencent à monter, et ben j'ai ma petite appli de cohérence cardiaque, paf, 5 minutes de cohérence cardiaque et voilà, ça m'apaise. Et pour penser à rien, je trouve que c'est hyper bien fait parce que moi j'ai une appli où je suis une petite bouboule avec une petite musique et là on est obligé de se concentrer sur la boule. Donc c'est comme la méditation d'ailleurs. C'est on fait le vide. Et je trouve ça très, très, très bien quand on est zèbre, ce genre de pratique. et c'est super parce que la méditation, c'est parfois pas très facile parce que quand on a la tête qui part, on a l'impression de ne pas y arriver, de ne pas faire correctement, etc. Donc il peut y avoir beaucoup d'autocritique. Alors qu'avec la cohérence cardiaque, effectivement, tu peux suivre une bulle ou des vagues ou un truc comme ça. Et du coup, ça te met vraiment dans ce rythme-là. Et ce qui est cool avec la cohérence cardiaque, c'est comme tu l'as dit,
ça sert à la fois pour les baisses d'énergie. Après le déjeuner, tu veux retrouver un niveau d'énergie un peu stable, donc ça peut aider à remonter. Et quand tu es trop haut, en mode ça part dans tous les sens, ça aide à stabiliser. Donc, c'est un super, super outil parce qu'on peut le faire n'importe où. On a juste besoin de savoir de respirer, même pas de savoir faire, juste de respirer. Avec l'appli, ça aide à compter les respirations et tout. Mais c'est vraiment un outil qui permet de stabiliser. Et puis, là, on parle qu'au niveau neurologique, on commence à savoir qu'il y a plein de neurones dans le cœur, que le cœur perçoit des choses avant même que le cerveau les ait perçues, etc. Donc, cohérence cardiaque, elle est harmonisée le cœur, chose qu'on commence à rentrer dans d'autres sphères. Mais je ne t'emmène pas là-dedans aujourd'hui. Mel, merci beaucoup pour cet échange. J'ai une dernière question pour toi. Si tu Ouais. avais un mot à dire à quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi, qu'il découvre sa douance ou pas, mais qui a envie de lancer un blog, de parler de son expérience, d'écrire un livre, de s'auto-éditer, d'avoir plusieurs activités en même temps, ce serait quoi ton conseil? Alors là aussi, ça va peut-être être cliché, mais j'y crois quand même beaucoup. Je pense que la clé, c'est de se faire confiance. Je pense que tout vient de nous. Après, effectivement, bien s'entourer, c'est très important. Moi, je le vois, Julia, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je pense que moi, j'ai fait cette démarche de changer et aussi parce que j'étais dans cette démarche de changer, je l'ai rencontré et notre couple n'est jamais une problématique dans ma vie. Ce qui fait que, vu que j'ai cette sérénité et ce cocon, qui encore une fois est sécurisant, ça me laisse la place intellectuellement et même physiquement, une liberté pour tout le reste. Et notamment pour développer plein de projets, parce que je pense que c'est ce qui nous anime. Donc déjà d'être bien avec soi-même, déjà de s'aimer assez, de se faire confiance, parce qu'en faisant ça, on va rencontrer des belles personnes qui vont nous permettre d'accéder après à des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant. Donc vraiment cette confiance en soi et de s'aimer, je pense que c'est important de s'aimer soi et d'être patient aussi. Je pense que le temps est un ami. Je crois que parfois le défaut qu'on peut avoir en étant zèbre, c'est l'impatience. Et quand on change notre regard sur les choses, sur le monde, sur notre vie, et qu'on se rend compte que vraiment ce temps est un ami et que le temps aide à décompter des problématiques que parfois on a, ça prend voilà une autre perspective, une autre ampleur. Et moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. C'est un projet que j'ai depuis que je suis ado. Je rêvais d'être auteur un jour. D'ailleurs, je réalise toujours pas. J'ai toujours pas relu le livre. Et il a fallu toutes ces années, tout ce temps-là, ça a commencé par un blog et il a fini par être réel, par être vrai. D'ailleurs, j'ai pleuré à l'imprimerie quand le et même d'en parler, j'ai toujours cette émotion qui est folle. J'ai réalisé ce rêve que j'avais quand j'étais enfant, de devenir auteur et ça m'a pris 15 à 20 ans pour y arriver. Donc de la patience. Si ça doit se faire, ça se fera. J'en suis persuadée. Ça, Mais c'est il faut y aller, par contre, faut se lancer, je pense. Moi, c'est effectivement tout mon parcours qui m'ont amené à ce livre-là. Et si j'avais pas fait certains choix, ben, je serais pas arrivée à ce livre-là. Donc, se sécuriser, mais prendre quand même des risques calculés, se faire confiance. Hmm. Se faire confiance. Merci. Merci pour ces beaux conseils Merci à toi. et cet échange à la fois plein d'énergie, de douceur, de pétillance, de bonne humeur. Merci. Un plaisir, Mel. Merci beaucoup. Donc, Merci à toi. Merci beaucoup. pour te retrouver, le blog suivezlezèbre.com Comment? suivezlezèbre.com et le livre du même nom par Mel Poinas. Je te remercie encore et je te dis à très bientôt, j'espère. Merci à toi. À très bientôt.